Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Thor avec nous sur la chaîne. Donc Stéphane est l'auteur d'une saga fantasy qui s'appelle Blind. Aujourd'hui, nous allons voir avec Stéphane comment lui est arrivé donc à écrire ce roman, sa façon de travailler, mais nous allons axer cette vidéo sur vraiment la fantasy, comment créer un univers, les clichés de la fantasy, la création de cartes, etc. Alors Stéphane, bienvenue. Bonjour, merci. C'est un vrai plaisir de faire cette interview avec toi, donc merci déjà. Eh ben écoute, je suis ravie de t'avoir avec nous sur la chaîne. Première petite question pour te présenter un petit peu. Qu'est-ce qui t'a mené à écrire et principalement, qu'est-ce qui t'a mené à écrire de la fantasy? Alors, ça vient de très jeune en fait. Depuis que je suis petit, j'ai toujours baigné dans les histoires fantastiques, que ce soit par soit les livres, soit les films d'animation, dessins animés, mangas, enfin vraiment dans plein de médias différents, les jeux vidéo aussi notamment. Et j'ai toujours été fasciné en fait par le fait d'être plongé dans un univers imaginaire avec de la magie, des créatures et tout ça. Et petit à petit, j'ai voulu en fait m'amuser à créer mon univers. Donc même dans la cour de récré avec des amis, on se créait des scénarios, des histoires, on battait des monstres avec des bâtons, enfin voilà. J'ai vraiment toujours baigné dans cet univers-là. Et puis je faisais des dessins, j'ai toujours eu ce besoin de créer par le dessin, par la musique, par des multiples moyens. Et petit à petit, j'ai créé des personnages, j'écrivais sous forme de notes des histoires sur leur peuple, des choses comme ça. Un jeu vidéo notamment, c'est un Zelda, The Wind Waker sur GameCube. C'était vraiment le premier jeu en quelque sorte en monde ouvert auquel je jouais et ça m'a vraiment donné envie en fait de créer mon monde. J'ai commencé à créer une carte. Une carte comme ça et c'est devenu la carte en fait de Blind. Donc c'est celle-là en fait. Exactement, ouais, c'est ça. On peut voir sur la vidéo tuto que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, la première esquisse en fait, elle a très peu changé. Bon, au début forcément c'est des contours assez approximatifs, puis après je l'ai amélioré. Mais voilà, j'ai commencé par dessiner cette carte. Après dans chaque continent je me suis amusé à faire des peuples avec des histoires, des choses comme ça. Au début je voulais en faire un manga parce que j'étais à fond dans les mangas à cette période-là, mais j'avais pas le talent nécessaire pour faire un manga. Pour faire un jeu vidéo non plus, donc du coup je me suis tourné vers l'écriture. C'est venu assez naturellement au final parce que il n'y a pas de limite en fait. Avec les mots on peut vraiment décrire ce qu'on veut, ce qui nous passe par la tête. C'était le moyen le plus accessible pour moi en tout cas pour décrire cet univers là. Et quand j'ai commencé à avoir vraiment tout mon univers, toute mon histoire, j'ai commencé à écrire et voilà, ça a commencé comme ça. Donc c'est intéressant parce qu'il y a des auteurs, ils ont envie d'écrire avant limite de raconter une histoire. Enfin, il y a des auteurs qui aiment vraiment l'écriture et toi c'est l'inverse en fait. C'est un univers qui t'a amené à écrire. C'est ça, exactement. Ouais. Je me suis pas levé un matin en me disant j'ai envie d'écrire un roman, j'ai envie d'écrire quelque chose. C'est venu petit à petit. Alors j'aimais écrire parce que j'avais toujours fait des petites histoires, des petites choses comme ça. J'avais un prof en CM1 avec lequel on avait fait une sorte d'histoire fantastique en coopération, on va dire, avec tous les élèves. Et c'était super cool. Ça m'a vraiment donné envie encore plus. Ouais, franchement, c'était un super projet. Et du coup, c'est venu de ça aussi. En fait, le but, c'était de créer. Voilà, par n'importe quel moyen, je voulais proposer, m'amuser à créer mon histoire, mon jardin secret. C'est venu comme ça. Ok, bah écoute, c'est intéressant de voir qu'on est tous amenés à écrire pour des raisons un petit peu différentes. Les parcours sont tous différents et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant en fait. Alors du coup, comme je le disais, toi c'est une saga, donc il y a beaucoup de choses. C'est souvent le cas en fait dans des romans de fantasy. On est sur du gros volume, on est sur des choses où souvent les auteurs ont énormément de choses à raconter. Et donc du coup, c'est un univers où on peut aller très loin, où on peut un petit peu tout faire en fait quelque part. Est-ce que ça présente quelques risques de pouvoir aller en fait à l'infini de ce que l'on imagine? Par exemple, le risque de perdre le lecteur, qu'il manque éventuellement de repères, ce genre de choses. Alors complètement, c'est quelque chose à laquelle je pense vraiment très souvent. Et quand j'écris, j'essaie toujours de me mettre du point de vue du lecteur. Déjà, je me pose la question, est-ce que moi, ça me plairait de lire ce genre d'histoire? Donc si à moi, ça plaît, déjà, c'est un bon début. Parce qu'avant tout, j'écris quand même pour me faire plaisir. Quand j'ai commencé à écrire, c'était pas, je voulais pas sortir un livre, etc. C'était vraiment pour mon passe-temps, mon plaisir de créer un univers et tout. Et puis bon, quand je suis allé au bout, finalement, forcément, ça donne envie évidemment, de conclure le projet, quoi. Quand j'ai fait l'univers, avant de commencer à écrire, j'ai vraiment posé les limites en fait du monde pour savoir qu'est-ce qui était possible ou pas, pour éviter les faux raccords notamment. Beaucoup de problèmes de faux raccords à penser pour des personnages qui sont vraiment entre guillemets tout puissants, quoi. Ils maîtrisent les éléments, donc il y a beaucoup de possibilités. Il faut quand même qu'ils rencontrent des obstacles. Donc il faut que les obstacles soient à cette hauteur-là, puissent pas être contrés par tel ou tel problème de cohérence justement dans l'univers.
Donc faut vraiment faire attention à ça pour que ce soit aussi compréhensible par les lecteurs, quoi, qu'ils se disent pas, mais non, mais là c'est pas logique parce qu'il aurait pu faire ci alors que ça. Donc en fait, dans l'écriture, j'essaie vraiment de tout de suite de contrer les problèmes que peuvent rencontrer les lecteurs, quoi. Et c'est vrai que c'est très important dans la fantasy, dans un univers comme ça qui va s'étendre en plus sur potentiellement plusieurs tomes, même si j'ai vraiment les grandes lignes qui sont établies sur les différents romans, je me laisse quand même quelques libertés. Il faut faire attention à ça justement, il faut penser à ce qu'il n'y ait pas de soucis par la suite. Donc là, le premier tome, entre guillemets, il est figé. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui rentrent en contradiction avec d'autres idées que j'ai pour plus tard. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose, il faut vraiment y réfléchir à l'avance et pas trop avancer à l'inconnu. Forcément, dans un one-shot, si on arrive à la fin du livre et qu'on se dit ben là du coup par rapport à la fin il y a quelque chose qui va pas, on retourne en arrière et puis on le corrige tout de suite. Mais si j'en suis au tome 3 et qu'il y a un truc dans le tome 1 qui va pas, bah, je pourrais pas revenir en arrière, quoi. Donc voilà, c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'il faut penser à tout. Ce que je peux me dire, c'est quand on lit un roman où c'est des êtres humains classiques, on connaît un peu en fait les limites de ce qu'un être humain est capable de faire, alors que lorsqu'on crée des créatures ou même des êtres humains avec des pouvoirs qui nous dépassent, en fait, on n'a pas tous la même représentation en fait. Donc ça doit être risqué quand on écrit ce genre de choses de dire comment on va interpréter en fait le lecteur ce que je lui donne en fait. Vraiment bien. C'est pour ça que je pense en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de mettre les règles déjà pour l'auteur, mais aussi pour le lecteur, quoi. Faut que quand il rencontre une nouvelle créature ou un personnage avec X pouvoir, si on ne donne pas les réponses tout de suite, l'auteur au moins il doit y avoir pensé pour pas que bien sûr. ça puisse poser problème plus tard, quoi. Oui, même si jamais tu révèles pas tout, faut que toi ce soit vraiment carré sur ce qui est possible ou pas de faire, quoi. On pourrait se dire tiens c'est de la fantaisie, j'ai le droit de faire ce que je veux, mais en fait pas du tout. En fait non. Enfin oui, au début oui. Au début Blind c'était un petit peu comme j'ai dit tout à l'heure mon jardin secret, donc c'est un peu le fourre-tout de tout ce que j'aimais, quoi. Je voulais un peuple homme félin. Je me suis créé mon peuple homme félin, quoi. Voilà. Je voulais des êtres qui vivent dans les airs, un peu comme des anges. Bon bah voilà, je l'ai fait. Mais après, il faut quand même une cohérence pour que l'univers soit crédible, quoi. Après, on peut se permettre de tout, mais je pense qu'il faut quand même garder la cohérence là-dedans. Je pense qu'il faut se faire plaisir. Enfin moi, c'est comme ça que je le perçois avec la fantasy. Enfin même dans l'écriture en général. Mais faire un petit peu attention à pas partir dans tous les sens et que ce soit plus du tout cohérent. Au bout du compte, quoi. La fantasy, c'est quand même un genre littéraire qui attire quand même pas mal de monde, pas mal d'auteurs, parce que forcément, ça fait rêver, on est dans son monde en fait. Mais c'est vrai qu'entre écrire une histoire et écrire un livre qui sera lu, il y a un petit pas en fait, et il y a des choses auxquelles il faut faire attention. C'est clair, ouais, carrément. Alors du coup, comme tu le disais précédemment, tu as parlé de la création d'une carte que tu as réalisée donc pour Blind. Donc il s'agit, je l'ai montré tout à l'heure, de cette carte. Je vois beaucoup de personnes qui se demandent comment créer une carte de ce type. Voilà, pour avoir un rendu vraiment, je trouve que c'est vraiment très très chouette. Tu as fait une vidéo qui retrace toutes les étapes et je vous la mettrai dans la description. Mais brièvement, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu les différentes étapes par lesquelles tu es passé? Au début, c'était crayon papier. Ça, c'était vraiment la première chose. J'ai voulu dessiner une carte, j'ai pris une feuille, un crayon, j'ai fait des formes jusqu'à ce que les formes des continents me plaisent. Donc ça, c'était la première étape. Je pense que tout le monde doit passer par là pour créer un monde. Après, moi, j'avais pas du tout d'idée, ni d'histoire, ni de personnage, ni rien du tout quand j'ai créé mon monde. Donc ça, c'est peut-être aussi particulier. J'ai commencé en voulant créer un monde, en créant une carte. Et c'est la carte qui m'a inspiré au fur et à mesure à faire l'histoire et tout ça. J'ai commencé avec crayon papier et après j'ai commencé à écrire les peuples et tout ça. Après j'ai fait des études d'art, donc j'ai appris à manier des outils comme Photoshop, des choses comme ça. Et donc j'ai refait ma carte au propre sur Photoshop. J'ai scanné mon dessin papier et j'ai refait tout à la plume, Photoshop. C'est vraiment la deuxième phase, entre guillemets, la numérisation de la carte. Bon, malgré quelques compétences quand même artistiques, j'étais pas très satisfait du résultat. Au bout d'un moment, à force de revenir dessus et tout ça, je voulais quelque chose de plus propre, quoi. Donc j'ai commencé à regarder sur internet les différentes possibilités pour créer une carte fantasy le plus simplement et le plus belle possible. Et je suis tombé sur un navigateur qui s'appelle Incarnate, qui permet en ligne directement de créer sa carte. En fait, il y a des éléments, par exemple des arbres, des choses comme ça qu'on peut glisser et mettre directement sur le dessin en ligne. C'était plutôt sympa. Il y avait juste un petit abonnement mensuel, je sais plus de combien, 5 ou 6 dollars, quelque chose comme ça. Et en faisant encore d'autres recherches, je suis tombé sur un autre logiciel que j'ai acheté qui s'appelle Wonderdraft. Et c'est là-dessus que j'ai fait la carte que tu as montrée à l'écran. Avec ce rendu-là. Et donc, ça se rapproche de ce que j'avais pu faire avant sur Photoshop, mais de façon beaucoup plus nette, beaucoup plus belle, parce que les dessins, c'est pas moi qui les ai faits, c'était vraiment des modèles de montagnes, des modèles d'arbres et tout ça qui sont designés par des professionnels, quoi.
qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre dans notre dessin. T'as mis combien de temps à peu près pour faire ça? Pour le faire sur Grosso modo. Wonderdraft, Ouais. alors, étant donné que j'avais déjà toute la carte de dessinée à la main, Ouais. c'était vraiment que de la pratique en fait. J'avais pas besoin d'imaginer des choses. Ça a dû me prendre moins d'une dizaine d'heures, 6-7 heures Oui, donc peut-être. c'est du travail quand même si oui, jamais ça même. reste abordable, c'est du travail quand même. Ouais. Oui, bien sûr. Après, j'aime bien, enfin, je suis assez perfectionniste, donc je voulais vraiment que chaque cote, elle soit comme je l'avais dessinée. Enfin, voilà. Mais ouais, ça m'a pris quand même un petit peu de temps. Je vais refaire d'autres tutos d'ailleurs que j'ai déjà enregistrés, mais que je suis en train de monter sur Wonderdraft. Vraiment un tuto étape par étape sur comment faire. Je monte tous les outils, tout ça. Donc je le mettrai en ligne prochainement sur YouTube. Ouais. Ok, bah de toute façon, je mettrai le lien de ta chaîne, pareil, dans la description de la vidéo. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées pour suivre ces tutos, et ben voilà, vous aurez tout directement sur la chaîne de Stéphane. Parce que franchement, moi, c'est quelque chose que je fais pas du tout et je suis vraiment impressionnée par le rendu. Je trouve que c'est très joli, quoi. Bravo. C'est gentil, merci. Alors du coup, tant qu'on parle de création autour de l'univers de fantasy, alors toi, tu as créé également un alphabet, alors que l'on retrouve juste là, sur tes marque-pages. Il y a des gens qui se lancent comme ça dans la création d'un alphabet, il y en a qui aimeraient mais qui n'osent pas. Comment toi, ça t'est venu, l'envie de créer cet alphabet? Comment tu l'as réalisé? Comment tu as créé tous tes signes? Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi, tu as fonctionné? Alors déjà, j'ai pas créé de langage, ça c'est important. Je suis pas du tout linguiste ou quoi. Donc, c'est vraiment juste un alphabet, c'est des runes entre guillemets. J'ai toujours aimé les runes et je voulais créer mes propres symboles en fait. Et c'est venu en cours, hein, quand à certains cours on s'embête un petit peu dans les marges. On l'a tous un peu fait, je pense. Moi c'était des symboles. Donc j'ai commencé à dessiner des symboles comme ça en cours. D'accord. J'ai gardé ceux qui me plaisaient, j'ai fait un tri, j'en avais une cinquantaine. J'ai essayé de les regrouper par forme en fait, par complexité, par forme, par rapport aux sonorités. J'ai voulu quand même avoir une certaine cohérence là-dessus. Tout ce qui va être avec tout ce qui va toucher les lèvres, genre B, P, les choses comme ça va être des symboles qui se ressemblent. Pareil pour le D et le T, les deux symboles vont se ressembler aussi, ils sont juste inversés. Donc voilà. Ah ouais, c'est des petits détails comme ça. C'est Donc j'essaie de les séparer avec ces sonorités-là par rapport aux formes. Et après, j'ai fait l'alphabet assez naturellement comme ça, quoi. J'ai fait des choix pour telle ou telle lettre. Mais j'aimais bien avoir ce côté quand même phonétique et visuel. Et je m'en suis beaucoup servi aussi pour créer les noms de mes personnages. Je me base beaucoup sur le visuel, sur l'effet visuel que peut avoir un nom, un mot pour le créer. Je suis vraiment entre les deux, quoi, entre le son et le visuel. J'ai fait des écoles d'art et de son, hein, donc je pense que là-dessus tu peux me comprendre. Oui. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai fait mon alphabet, quoi. Mais c'était plus pour le fun au début, un petit peu comme quand j'ai créé ma carte au final, hein. C'était pour m'amuser. D'accord. Et puis on se prend en jeu. Ouais. D'accord. Écoute, franchement, moi je le trouve vraiment très joli. Je le mets, voilà, hop. Je le trouve vraiment, je trouve les signes vraiment très jolis, quoi. C'est gentil. Il y a un ou deux passages dans le livre avec les symboles, j'aurais voulu en mettre un peu plus. Là, comme je suis en auto-édition, j'avais pas la liberté de mettre autant de symboles que je voulais, parce que ça rentrait dans le cadre d'image en fait. Mais ouais, c'était quelque chose que j'aurais voulu faire, mettre un petit peu plus de cet alphabet, même avoir des annexes dans le livre. J'ai pas pu, c'est pour ça que je l'ai fait avec le marque-page et la carte pour les envois de livres. C'est vrai qu'on voit dans des livres où c'est directement à l'intérieur. Et je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, ça fait un petit truc en plus à mettre, je trouve ça joli. Mais du coup, c'est pour ça que c'est pas intégré directement dans le livre, en fait. C'était pas le but de le proposer en plus après. Parce que, entre guillemets, malheureusement, les personnes qui vont commander sur Internet vont pas recevoir ni le marque-page ni la carte. C'est moi qui le vends, soit en passant directement par moi, soit sur les salons ou quoi. Je le donne avec un exemplaire. Mais ouais, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que je pouvais pas mettre tous les fichiers images que je voulais. Et puis la carte en noir et blanc rendait pas aussi bien, elle est assez contrastée. Du coup, c'est vrai que c'était pas très lisible si je le mettais dans le livre. Je préférais le proposer en annexe sur les réseaux sociaux, chez les personnes que je rencontre en salon, en dédicace. Toujours sympa d'avoir quelque chose de physique en main aussi, quoi. Bien sûr, moi je sais que j'aime bien. Quand j'ai reçu le livre,
voilà, le marque-page est très beau, la carte est très belle. C'est une valeur ajoutée, hein, c'est vraiment, c'est vraiment chouette, quoi. Ok, mais je savais pas, du coup, voilà, moi je me suis dit, bah, il l'a fait à côté parce que ça permet d'avoir un truc aussi, en couleur, glacé, quelque chose de plus joli. Mais voilà, je ne savais pas qu'il y avait cette... moi, il y a que des lettres dans mon roman, donc je savais pas qu'il y avait cette limite. Voilà, et pour le reste, bah, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Alors, tu parlais tout à l'heure de la façon dont il fallait faire attention dans le premier tome d'une saga, parce que forcément, les informations doivent rester cohérentes tout au long de ce roman, mais également sur toute la saga. Du coup, comment toi, est-ce que tu répartis les informations entre chaque tome? Souvent, on voit les premiers tomes qui servent un petit peu de scène d'exposition. Est-ce que toi, tu fonctionnes comme ça? Comment tu répartis les informations entre le premier tome et ce que tu vas avoir par la suite? Le fait de découper les informations et de bien les répartir selon les tomes, déjà, ça nécessite d'avoir une vision globale de ce qu'on veut raconter, quoi. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que même si je me laisse des libertés, il y a des choses que je ne sais pas encore comment je vais le raconter. Globalement, je sais ce qui va se passer. Sinon, ça ne sert à rien de commencer à écrire une saga si on ne sait pas où ça va, ni avec quel personnage. Enfin, voilà, faut pas faire comme la dernière trilogie Star Wars. Bref, du coup, en gros, j'ai voulu raconter, comme tu le disais dans le premier tome, bien exposer l'univers. Il y a beaucoup de descriptions parce qu'on découvre tous les peuples, beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de choses avec lesquelles il faut se familiariser. Donc c'était pas un livre dans lequel j'allais mettre des révélations, quoi. Il y a déjà suffisamment de choses, c'était pas le tome pour le faire. Il commencera à en avoir bien sûr dans le tome 2, mais il faut aussi qu'il y en ait pour le tome 3 et 4. Donc moi c'est découpé en 4 et c'est vrai que là actuellement ma problématique, donc le tome 2 il est bien structuré, j'ai le schéma, je suis en train de travailler dessus. Le tome 3 et 4 il y a encore des choses où je ne sais pas trop comment répartir, justement pour qu'il y ait un bon rythme, pour pas qu'il y ait des choses qui tombent à l'eau, parce que si on fait une révélation au tout début d'un nouveau tome, ça peut être bizarre. D'un autre côté, si c'est pour annoncer une autre grosse révélation à la fin, ça peut être intéressant, donc il faut faire attention à ça. Et c'est vrai que j'y travaille en ce moment avant de poursuivre l'écriture, de plus savoir ce que je veux faire dans le tome 3 et 4. C'est pas une difficulté que j'ai rencontrée dans le premier tome, parce que justement, il n'y avait pas de révélation et ce que je disais ne pouvait pas trop me bloquer par la suite. J'ai laissé des pistes qu'on ne peut pas percevoir, qu'on ne peut pas comprendre dans une première lecture, que j'espère qu'on pourra comprendre après avoir lu les autres en fait. D'accord. Donc c'est des petites choses comme ça que j'essaye de faire un petit parcours de miettes de pain, quoi. De laisser des pistes à droite, à gauche qu'on ne peut pas percevoir et qu'on pourrait comprendre plus tard, quoi. J'aime bien faire ça. Ok, super. C'est ce que J.K. Rowling avait fait dans Harry Potter. J'étais en train de penser à ça. Quand on lit la saga plusieurs fois, à chaque fois on redécouvre des trucs parce qu'elle avait tout pensé à l'avance. C'est génial. J'étais en train de repenser à ça. Moi j'adore les romans où à chaque fois que tu les relis, en fait, tu as une lecture qui est différente. Et tu te rends compte de plein de choses. Et Harry Potter, c'est une de ses forces, hein, vraiment. Moi, je suis une grosse fan d'Harry Potter. Mais c'est vrai que c'est très, très fort. Et forcément, on se pose toujours la question, quand on est lecteur, de se dire, est-ce que, dans le cas de Harry Potter, est-ce que J.K. Rowling, elle avait pensé à tout dès le début? Ou alors, est-ce qu'elle s'est servie au fur et à mesure de choses qu'elle avait écrites qui pouvaient passer comme des choses qui n'avaient pas d'importance, mais est-ce qu'elle s'en est resservie par la suite? Moi, j'adore, quand je suis lectrice, me poser ce genre de questions. C'est intéressant, quoi. Je pense qu'elle a pensé à beaucoup de choses en amont, mais il y a aussi des choses dont elle a dû se resservir. Je pense que c'est un peu les deux pour le coup. Je pense aussi. Je sais qu'il y a vraiment certains moments, moi, où il y a des choses que je ne savais pas encore. Et je ne voulais pas savoir qu'est-ce que j'allais faire, parce que ce n'était pas la problématique que je voulais me poser à ce moment-là. Donc je me laisse des portes de sortie en fait. Il faut y penser aussi. Ça peut être intéressant de se laisser des portes de sortie. Je donne un exemple tout bête. À un moment donné, on raconte un flashback et le personnage qui le raconte dit de toute façon, on sait très bien comment ça s'est terminé. Oui. Donc là, ça veut dire que les personnages savent quelque chose que le lecteur ne sait pas. Oui. Bon, je sais moi, qu'est-ce qui s'est passé, mais pas dans le détail. Et du coup, je ne voulais pas le raconter là. Donc ça peut être une porte de sortie aussi, de se dire, ok, je reviendrai dessus plus tard. Et du coup, ça sera l'objet d'une révélation peut-être. Plus tard. Ça peut être. Puis ça attise la curiosité. Ça attise la curiosité du lecteur en plus de ça. Ça veut dire que le lecteur, dans un coin de sa tête, ok, eux ils savent quelque chose, je le sais pas encore. Peut-être que je le saurai plus tard et donc que ça a une importance. Donc ça permet de travailler aussi la concentration du lecteur, quoi. Oui, je trouve que c'est assez important de maintenir le lecteur dans une certaine concentration.
J'ai des chapitres assez courts. Oui. J'ai vu aussi que dans ton livre, c'était assez le cas. Et moi j'aime bien. Moi, je préfère. C'est vrai que c'est ce qui me plaît aussi dedans. Moi, j'aime bien les chapitres courts parce qu'en plus, je trouve que pour les terminer, tu peux plus facilement terminer sur des ouvertures sur la suite, en fait. Non, mais c'est ça, exactement. Pour donner envie de rouvrir le bouquin, quoi. Si on s'arrête, si c'est une session courte, bah, on se dit, ok, il y a 4-5 pages, bon, bah, j'ai 5 minutes, je lis un chapitre. Ouais, moi j'aime bien aussi. Et après, ça donne envie soit de continuer, soit de reprendre le livre plus tard. Donc, c'est vrai que c'est cool de faire ça. Alors du coup, en fantasy, comme dans d'autres genres littéraires, mais je pense que la fantasy s'y prête particulièrement, il y a beaucoup de clichés. Ce cliché de oui, dans tous les livres de fantasy, il y a un elfe qui ressemble à Legolas, enfin voilà, ce genre de choses. Quels sont pour toi les pires clichés de la fantasy auxquels tu es confronté en tant qu'auteur et en tant que lecteur? Justement, j'allais donner l'exemple que tu as donné. C'est-à-dire, quand on parle fantasy, voilà, forcément, on pense aux elfes, on pense aux nains. Il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre, je pense, dans de la fantasy, parce qu'on a très bien envie d'écrire, de s'approprier un petit peu ces stéréotypes-là, ces clichés, et d'en faire autre chose. Mais justement, c'est le but de proposer autre chose, quoi. Il ne faut pas faire les elfes qui vivent dans les bois, qui sont sages, et puis voilà. Et il ne faut pas faire les nains qui vivent sous terre, qui sont avares et qui sont en guerre avec les elfes, quoi. Il faut faire attention. Ça invite tellement à l'imaginaire, la fantaisie, qu'il ne faut pas proposer la même chose à chaque fois, quoi. Et c'est vrai que la fantaisie moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, il y a beaucoup de Tolkien. Donc forcément, ça reste une référence aujourd'hui pour tout le monde, que ce soit... C'est vraiment dans l'inconscient collectif. Bien sûr, d'avoir ça. Il y a le dragon qui garde le trésor, il y a le peuple des nains, des elfes, les méchants, c'est les orques. Par exemple, l'épée de vérité de Terry Goodkind, qui nous a quittés récemment d'ailleurs. Il y a peu de temps, Moi, ce qui m'avait frappé quand j'ai lu le résumé, c'était les contrées du milieu. Le nom de son pays, c'est les contrées du milieu. Et bon, c'était pas longtemps après Le Seigneur des Anneaux, on a encore les terres du milieu en tête. Donc après, l'histoire n'a rien à voir. Mais moi, c'est des choses que j'essaie d'éviter. Parce que j'ai pas envie justement qu'il y ait des comparatifs trop faciles. Pareil, le méchant, c'est le roi sorcier. Dans Le Seigneur des Anneaux, il y en a un qui s'appelle le roi sorcier aussi. Faut faire attention, je pense, à ça. Après, l'épée de vérité, c'est culte, c'est très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, en tout cas, j'essaie d'éviter des comparatifs comme ça. Moi, il n'y a pas d'elfes ni de nains. C'est pour ça que j'ai voulu créer mes peuples. J'essaie de créer une certaine distance avec les clichés de la fantasy en proposant d'autres choses, quoi. La culture des elfes, elle peut être associée à mon peuple des anges, qui vivent un petit peu reclus. Bon, en tout cas, eux, c'est dans les nuages, c'est pas du tout dans une forêt ou quoi. Mais après, il y a le peuple souterrain des Oustrates, qui peuvent être comparés aux nains, alors qu'ils font 2 mètres de haut, ils sont recouverts de flammes. Voilà, physiquement, c'est pas du tout la même chose, mais on peut retrouver certains codes quand même avec lesquels j'ai pu jouer, quoi, forcément. Parce qu'il y a toujours de l'inspiration, quoi qu'il arrive. Il faut juste pas tomber dans le cliché. C'est normal. Et c'est vrai que dans ton roman, si on s'attend à un Seigneur des Anneaux ou un truc de ce genre, c'est pas du tout ça en fait. La fantaisie, c'est très vaste en fait, tout ce qu'il est possible de faire sans rentrer justement dans cette histoire, avec un nain, un orc et un elfe qui ont une quête d'aller sauver le monde ou enfin voilà quoi. Il y a plein de sous-genres en fait à la fantaisie. Il y a par exemple Harry Potter, c'est de la low fantasy, c'est-à-dire que le surnaturel il intervient dans le monde réel, normal, qu'on connaît. Mais de façon, c'est vraiment un monde caché au sein de notre monde. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le monde, qu'on a compris les codes, c'est normal. Alors que le fantastique, par contre, ça va être le côté surnaturel, mais il y a une certaine distance avec un personnage humain qui vit dans un monde normal et le côté surnaturel qui arrive, comme ça peut être dans l'Appel de Cthulhu de Lovecraft. Enfin voilà, il y a ce côté un peu suspense, un peu effrayant, horreur, qui peut se créer. C'est pas toujours horreur, le fantastique. Et après, il y a la high fantasy, comme Le Seigneur des Anneaux, où on est vraiment dans un monde secondaire, imaginaire, un peu comme dans Blind aussi, quoi. Donc il y a plein de genres, on peut vraiment passer sur plein de choses. Et moi, la référence... Alors au final, au début, je ne m'ai pas trop comparé, mais je trouve que c'est important finalement de comparer son histoire, son univers avec quelque chose d'autre. Moi, c'est plutôt, la première comparaison, ce serait avec le dessin animé Avatar, le dernier maître de l'air, parce que le héros contrôle les éléments. Voilà. Donc ça, c'est la connexion facile entre guillemets qu'on peut faire entre mon histoire et ce dessin animé. J'ai regardé toute la série, bien sûr. Quand j'ai vu qu'il existait des liens entre les deux, mondes, j'ai regardé. À part ça, il y a très peu de choses qui se connectent au final, quoi.
Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Bon, ça m'a rassuré un peu, mais c'est bien d'en avoir conscience. Et pareil, je me suis beaucoup inspiré au final des jeux vidéo, Zelda, ce que je disais en tout début. Le côté monde ouvert et tout ça, j'ai vraiment voulu travailler comme un monde ouvert, mon univers, comme un jeu vidéo au final. J'ai fait du game design au cœur d'un livre, quoi. C'est ça, oui. Et après, un autre cliché que j'ai voulu éviter, qui n'est pas forcément un mal, hein, et c'est pas lié forcément à la fantasy ou quoi, c'est le fait que mon personnage principal vienne de nulle part et que ça lui tombe tout cru dans la bouche, en fait. Je voulais pas qu'il y ait l'intervention soit d'un magicien, soit d'un objet magique qui lui confère X pouvoir. Je voulais que dès sa naissance, en fait, dès le début, c'est ça, oui. Il ait un destin, il a sa mission et il se passe des choses autour de ça, quoi. C'est quelque chose que personnellement je voulais éviter. Après, c'est pas un mauvais cliché ou quoi. C'est pas quelque chose qu'il faut éviter. C'est vrai que souvent l'élément perturbateur va être justement la découverte d'un pouvoir ou quelque chose comme ça, et toi non, c'est vrai que dès le début il a ses pouvoirs, dès le début on connaît sa mission de base, sa destinée, en fait c'est pas ça l'élément perturbateur. Ouais, c'est ça, il y a souvent le contexte du monde ordinaire du héros qui est présenté. Par exemple dans Seigneur des Anneaux, voilà, Frodon qui est chez lui avec son oncle, tout ça. L'élément perturbateur, c'est l'anneau qui se réveille et qui va inciter le départ. Et après, il sort de chez lui, il sort de son cocon, il découvre le monde et tout ça. Et il y a souvent ça dans la fantasy, mais dans les autres livres aussi. Hein. On peut retrouver vraiment la vie quotidienne du héros. Et quelque chose va bousculer ça et l'entraîner dans une aventure malgré lui. C'est très bien, moi j'aime bien cette structure. Mais j'ai voulu faire quelque chose de différent, faire quelque chose d'autre, quoi, voilà. Ok. Donc du coup, toi, tu es un auteur auto-édité. Tu es passé par la plateforme Librinova. C'est une des plateformes un peu les plus connues pour l'auto-édition. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un retour sur ton expérience avec eux, si tu en es content, les points positifs, les points négatifs, voilà, un petit peu l'expérience que tu as eue avec Librinova. Alors, ce qui m'a emmené sur Librinova, c'est plusieurs choses déjà, parce qu'au tout début, j'avais pas l'idée de m'auto-éditer d'abord. J'ai essayé de trouver un éditeur, de passer par des maisons d'édition, donc j'ai commencé par envoyer des manuscrits, des choses comme ça. Au bout d'un moment, j'ai décidé de passer en auto-édition. J'ai eu une réponse positive d'une maison d'édition, mais qui n'a jamais abouti. Donc du coup, j'ai décidé de m'auto-éditer finalement. Et donc j'ai commencé à chercher différents moyens d'auto-édition. Donc il y avait Amazon, il y avait différentes plateformes qui proposaient des services comme ça, mais c'était surtout en version numérique. Et je suis tombé sur Librinova. Et en fait, ce qui m'a intéressé sur Librinova, c'est le fait qu'il y ait un objectif qui permet aux auteurs d'être aidés en fait, au bout d'un certain moment. Et ça, j'ai trouvé ça cool, à savoir que sur une période d'1 an, si notre livre il se vend à plus de 1000 exemplaires, que ce soit numérique ou papier, Librinova aide l'auteur en question à promouvoir son livre en lui proposant des services qui normalement sont payants et ça permet une plus grande diffusion du livre. Pour Librinova, ça demande de payer 70 € je crois pour la diffusion du livre numérique sur une période d'1 an. Et après, si on veut le diffuser en version papier, il y a autre chose à payer aussi. Bon, c'est pas des sommes monstrueuses, moi je voulais le faire en papier donc je l'ai fait. La qualité est bien, j'ai pas été déçu du tout. Si on a une question, l'équipe est hyper réactive. Franchement, c'est vraiment top. En l'espace d'une journée, une fois, j'ai fait 3 échanges de mails. Donc ça, c'est vraiment bien. Ils font vraiment des retours. Par exemple, pour la maquette du livre, ils m'ont vraiment envoyé toute la progression. Donc j'ai pu valider ou pas toutes les étapes de la maquette jusqu'à recevoir l'exemplaire à la maison, quoi. Et puis après, sur Librinova, il y a aussi le fait qu'ils sont suivis quand même, ils sont assez connus par les maisons d'édition et je trouve qu'ils peuvent avoir plus de visibilité que d'autres plateformes. Je peux me tromper, mais en tout cas, c'est l'association que j'ai eue et j'ai pu avoir des demandes de lecture, des consultations de fiches du livre directement sur mon profil, je peux y avoir accès. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et donc, au bout de 10 ou 11 mois, j'ai atteint l'objectif des 1000 ventes. 1000 ventes en 11 mois, c'est énorme. Ouais, c'était plutôt cool. Après, alors, bonne ou mauvaise chose, je sais pas, mais le confinement, ça m'a beaucoup aidé au final parce que j'ai pu faire plus de promotion là-dessus, plus dans les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemplaires numériques qui sont partis dans cette période. Mais donc du coup, j'ai atteint les 1000 ventes et donc j'ai été en contact avec Librinova, avec mon agent littéraire qui m'a expliqué un petit peu comment ça allait fonctionner et depuis, j'ai eu un petit encart dans Livre Hebdo qui est apparu avec le résumé de mon livre,
Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Sur la page de Librinova, il y a aussi une bannière qui est restée pendant une semaine. J'ai été aussi mis sur NetGalley, la plateforme des blogueurs littéraires, pendant 3 semaines pour que les blogueurs puissent prendre le livre et après puissent faire des chroniques dessus. Donc j'ai eu des retours positifs aussi là-dessus. Il y a eu plus de visibilité avec les maisons d'édition qui ont fait des demandes de lecture sur ma fiche et tout ça. Donc ouais, il y a quand même eu pas mal de choses. Enfin, moi, je suis très content de Librinova. Ça a quand même un coût parce que déjà, il y a la diffusion à l'année, bon, c'est 70 €. Et après, si on veut, on n'est pas obligé, mais si on veut la version papier, il faut payer un service en plus. Après, ils proposent des services à la carte, donc on choisit ce qu'on veut. C'est pas une obligation, c'est ça qui est bien. Et après, certains de ces services passent gratuits à partir du moment où on déclenche entre guillemets l'agent littéraire au bout de 1000 ventes. Moi, je suis plutôt, enfin franchement, je suis très content de Librinova. L'équipe, elle est top. Donc c'est cool. C'est vrai qu'au niveau de la qualité, moi quand j'ai reçu l'ouvrage, je me suis dit c'est vraiment un bel objet. La couverture est belle au niveau de la qualité, même au niveau du toucher, des couleurs. C'est vraiment un bel objet. L'impression est vraiment très très chouette. Hein. Ouais, franchement, c'est vrai que quand j'ai reçu les premiers exemplaires, bon déjà ça fait toujours quelque chose. En plus, ouais, j'étais content de la qualité quoi. J'avais peur entre guillemets que ce soit peut-être un peu cheap, que les pages elles soient trop fines, que la couverture elle soit pas terrible. Franchement. Rien à dire quoi. Je suis vraiment très content de ça quoi. Il y a aucun souci. Et puis s'il y a eu des soucis, j'ai pu les corriger tout de suite parce que ils sont hyper réactifs et ça c'est important quoi. C'est important parce que c'est quand même quelque chose qu'on met en vente. Et là du coup, le fait d'avoir atteint les 1000 exemplaires aussi, j'ai droit à une révision gratuite de mon livre. Donc je suis en train de le relire une énième fois pour corriger certaines choses, des répétitions. Enfin, j'essaye de peaufiner encore certaines choses par rapport au retour que j'ai pu avoir. Ce sera toujours un plus de corriger certaines choses que j'ai pu voir après, quoi. Est-ce qu'il y avait quelque chose à laquelle tu ne t'étais pas attendu lorsque tu as commencé à écrire ce roman? Quelque chose qui t'a surpris, positif ou négatif? Plutôt positif. J'ai vraiment eu peu de négatifs depuis le début. C'était par rapport à la promotion en fait, à la promotion du livre. Je me suis mis sur les réseaux sociaux. Moi, à part Facebook, j'ai jamais trop été sur les réseaux sociaux, donc j'ai vraiment découvert Instagram, Twitter. Bon, Twitter, je suis très peu dessus, mais Instagram, vraiment, j'ai découvert cet univers-là. J'ai été très surpris de la bienveillance de la communauté des lecteurs et des autres auteurs que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu échanger. Franchement, c'est dingue, c'est super enrichissant. Il y a une communauté qui vraiment se serre les coudes. Il y a une ambiance vraiment terrible. J'ai rencontré beaucoup de personnes, toi compris. Hein, franchement, c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi. Voilà. Et ouais, c'est vrai que j'ai pu faire pas mal de rencontres. Je pense à Margot Moya, William Ward, Meg Nolan que tu as interviewé aussi récemment. Enfin, j'en oublie, hein, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Je les salue tous. Et franchement, la communauté est super gentille et c'est très important, je trouve. Sur les réseaux sociaux, en général, il y a beaucoup de négatifs, surtout sur Twitter. C'est peut-être pour ça que j'évite aussi un peu plus. Ouais, moi, ça m'a pas plu non plus. Ouais, et du coup, c'est vrai que là, dans Instagram, en tout cas, je sais pas si c'est propre à la communauté des lecteurs, auteurs, mais c'est top, quoi. Franchement, j'ai pu faire une séance de dédicace et aussi un salon en février. J'ai pu rencontrer notamment Margot. On s'est revus depuis, on parle très souvent, enfin, c'est vraiment devenu une amie. C'est des moments que je pensais pas avoir, en fait. Je pensais pas rencontrer autant de personnes sur les réseaux, échanger avec eux. Découvrir des choses. Je suis en train de lire ton livre, j'adore. J'en ai lu d'autres, Donc, non, franchement, c'est un réel échange de bons procédés, de bonne humeur. On a fait un compte, Le Coin des Indés, ça s'appelle. Oui. Avec plusieurs personnes que j'ai citées. Et c'est vrai que c'est super intéressant, en fait, de partager, de découvrir toutes ces choses-là. De voir comment les parcours de chacun, c'est un petit peu le but aussi de tes interviews. Oui, carrément, Je trouve ça top, quoi. Donc, c'est une très bonne chose. Ok, super. Du coup, bravo à toi pour ton travail aussi. Merci beaucoup. Et c'est vrai que sur la communauté des auteurs, en fait, auteurs, lecteurs, etc., je la trouve hyper bienveillante, en fait. Je la trouve authentique et bienveillante et c'est super agréable, en fait, d'être dessus. Je m'attendais pas non plus à ce que ce soit aussi chouette, vraiment. Je te rejoins complètement là-dessus. Ouais, c'est vrai que les personnes soit s'intéressent à ce qu'on fait et du coup, c'est hyper satisfaisant. J'aime pas trop satisfaisant, mais c'est bien de sentir la reconnaissance, d'avoir l'impression de donner quand même du plaisir aux personnes qui aiment notre histoire et tout ça.
Quand on reçoit un message d'une personne qu'on ne connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève, et qui dit avoir adoré l'histoire, enfin, ah oui, c'est énorme. Hein. C'est incroyable. Carrément. Moi, j'ai mis des années avant de faire lire quoi que ce soit déjà à des membres de ma famille. Et puis, du jour au lendemain, ça s'est retrouvé entre les mains de personnes que je ne connaissais pas. Et le fait d'avoir des retours de ces personnes-là, c'est hyper intéressant. C'est souvent intelligent, parce que même s'il y a des critiques, c'est constructif. Donc, ça permet de progresser. Et du coup, ça motive encore plus à écrire et à proposer des choses pour les personnes qui veulent la suite ou enfin, voilà, qui sont à fond. C'est vrai que c'est cool, quoi. Même si les communautés sont encore petites, c'est pas grave, au contraire, parce qu'on connaît un peu tout le monde, quoi. Oui, il y a un côté assez intime. On voit quelqu'un qui aime une photo, ou enfin voilà, on s'identifie, on se fait découvrir des choses. C'est top. Franchement, ça c'est vraiment quelque chose, je ne m'attendais pas du tout et c'est un régal, quoi. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Alors du coup, on arrive sur la dernière question. Quels sont tes projets à court, moyen, long terme? Pour l'instant, j'essaie de me concentrer sur la suite de Blind, sur le tome 2, le Royaume des Ombres. J'ai déjà partagé, j'ai fait l'annonce quand j'avais commencé à écrire il y a quelques temps. C'était pendant le premier confinement. Donc j'ai déjà partagé la couverture, parce que j'aime bien avoir des visuels, moi. Oui, j'ai cru comprendre. Voilà, je fais un peu les choses à l'envers. Donc voilà, je travaille là-dessus. J'ai écrit aussi des contes que je mets sur Wattpad gratuitement, dans le but de faire un recueil de contes, en fait. Les 7 contes capitaux, qui se base à chaque fois sur l'un des 7 péchés capitaux. D'accord. Donc avec la petite moralité à la fin, c'est pour ça que c'est sous forme de contes. Ça se passe pas du tout dans le même univers que Blind. Par contre, tous les contes font partie, eux, du même univers à différentes temporalités. Donc il y a des liens entre les différents contes, même si c'est pas des histoires qui se suivent. Ça fait partie quand même d'un autre univers. C'est très sympa d'écrire des contes. Le fait d'écrire d'autres projets au milieu d'autres gros projets, ça permet de souffler, de faire autre chose. Et avec les contes, j'essaye vraiment d'autres styles auxquels je ne pensais pas forcément m'attaquer. J'ai fait un conte pour enfants, donc c'est pas du tout la même façon d'écrire. Faut que ce soit compréhensible pour un public jeune. Après, j'ai essayé de la dark fantasy, donc quelque chose de beaucoup plus sombre. Donc du coup, le champ lexical n'est pas du tout le même, l'ambiance n'est pas du tout la même. C'était très très cool à faire. Enfin voilà, j'ai d'autres contes comme ça que j'aimerais écrire. Je m'impose pas de deadline là-dessus. C'est quand j'ai envie, quand je prends une pause dans Blind. Mais là, il faut vraiment que je me concentre sur Blind, je pense, parce que ça va être un gros pavé à écrire encore et il faut que je m'y mette bien. D'accord. T'en es où à peu près dans l'écriture dans l'écriture du deuxième? T'en es à peu près à quelle avance, au niveau de l'avancement? J'ai fait quelque chose que j'avais pas fait pour le premier, c'est-à-dire tout structurer par avance. Dans le premier, je savais avant de commencer à écrire, je savais vraiment dans quel ordre écrire les chapitres et tout ça, mais j'avais pas fait de plan à proprement parler. Là, j'ai vraiment travaillé un plan chapitre par chapitre. Donc, je sais combien il y aura de chapitres, quel événement, à quel moment, tout ça. Donc, j'ai vraiment beaucoup plus travaillé le plan. Donc, ça, c'est bon, c'est terminé. J'ai commencé à écrire les 3 premiers chapitres. Le premier est terminé, le 2 et le 3e sont bien avancés aussi. Pour l'instant, c'est vraiment le début encore. Mais comme je sais bien où je vais, quand je vais vraiment me mettre à romancer, ça ira plus vite, je pense, par la suite. Ok. Eh ben Stéphane, c'était un réel plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Moi personnellement, j'ai appris plein de choses. Je suis sûre que tout ce que tu nous as raconté peut vraiment aider des personnes qui commencent à écrire ou qui commencent à écrire de la fantaisie et se questionnent un petit peu sur tous les points que l'on a abordés. Merci également pour ton retour sur Librinova. Je sais que des gens qui commencent, la plupart se tournent vers KDP, mais il y a d'autres plateformes qui existent. Ton retour qui est quand même positif, je pense, pourra en intéresser. Je vous mets à tous, de toute façon, tous les liens de Stéphane dans la description, son compte Instagram, ton compte Wattpad également pour pouvoir suivre tes comptes. Voilà, vous pouvez absolument tout retrouver. La chaîne YouTube également, dans la mesure où, comme tu le disais au début, tu vas faire toute une série de tutos pour la création d'une carte. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Donc, je vous mets tous les liens dans la description. Stéphane, merci encore. Merci à toi, c'était vraiment un vrai plaisir et j'espère, comme tu as dit, que ça pourra aider des personnes qui souhaitent se lancer dans la fantasy ou quoi. En tout cas, si certains ont encore des questions, n'hésitez pas à me contacter, je ne mords pas. Je mets tous les liens dans la description. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, j'espère que vous apprécierez cette vidéo et on se retrouve bientôt pour la suite. Bye bye. Ciao, ciao.